Un jeune millionnaire trouve deux petits jumeaux priant sur la tombe de sa femme au milieu de l'hiver. Mais quand il entend ce qu'ils chuchotent, il gèle et commence à pleurer. Le vent d'hiver mordant fouettait les pierres tombales des jardins commémoratifs de Greenwood, arrachant les dernières feuilles sèches, s'accrochant obstinément aux branches des arbres. Jack Thompson ajusta son écharpe en cachemire autour de son cou, plus par habitude que par nécessité. Le froid qu'il ressentait venait de l'intérieur, un frisson qu'aucune pièce de vêtement cher ne pouvait apaiser. Cela faisait exactement 1 an que Sarah était décédée. 1 an depuis que son monde s'était effondré dans une série de bips d'hôpital et de regards compatissants du personnel médical. Les semelles de ses chaussures italiennes crissaient contre le gravier du chemin sinueux menant au mausolée de la famille Thompson, un chemin qu'il pouvait maintenant parcourir les yeux fermés après tant de visites. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Encore à plusieurs mètres de la tombe de Sarah, Jack remarqua un mouvement inhabituel. Deux petites silhouettes se tenaient devant la pierre tombale de marbre blanc. Des enfants, des jumeaux, d'après ce qu'il pouvait dire, avec des cheveux clairs et des manteaux bleu marine assortis. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Jack ralentit son pas, une sensation étrange s'insinuant dans sa poitrine. Qui étaient ces enfants? Pourquoi visiteraient-ils la tombe de sa femme? Ses doigts se resserrèrent instinctivement autour du bouquet de roses blanches qu'il portait, les préférés de Sarah. Les garçons se chuchotaient, inconscients de sa présence. Jack se rapprocha, partiellement caché derrière un ancien cyprès. « Penses-tu que tante Sarah peut nous voir d'ici, Noah? » demanda l'un des garçons, ajustant un gant qui glissait. « Bien sûr qu'elle peut, Ethan. Maman a dit que du ciel, elle peut tout voir, » répondit l'autre avec la certitude que seuls les enfants possèdent. Jack sentit son cœur manquer un battement. Tante Sarah. Un tourbillon de pensées inonda son esprit et une possibilité qu'il n'avait pas osé envisager depuis des années commença à prendre forme. « Tu sais, » continua Noah, sortant quelque chose de la poche de son manteau. « J'ai fait un dessin pour elle. Tu veux voir? » Ethan se rapprocha de son frère alors qu'il dépliait un morceau de papier coloré. « C'est joli. Tu l'as dessiné avec des ailes. » « Oui, parce que maintenant c'est un ange. Maman dit toujours que tante Sarah était un ange avant même d'aller au ciel. » Jack regardait la scène, figé sur place. Chaque mot de ses enfants ressemblait à une révélation douloureuse, rouvrant des blessures qu'il pensait avoir guéries. « Penses-tu? » Ethan hésita, sa voix tremblant légèrement. « Penses-tu qu'elle peut aider, maman? » Noah mit un bras autour des épaules de son frère. « C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour lui demander de l'aide. » Les jumeaux s'agenouillèrent simultanément sur l'herbe froide, leurs petites mains entrelacées. La poitrine de Jack se serra alors qu'il les regardait fermer les yeux et commencer à prier. « Tante Sarah, » commença Noah, sa voix enfantine portant une gravité touchante. « Nous ne vous avons jamais rencontré, mais maman parle toujours de vous. Elle a dit que vous étiez la personne la plus gentille du monde et que vous aidiez toujours tout le monde. » Ethan ajouta, « c'est pourquoi nous sommes venus demander. Pouvez-vous aider notre maman? Elle est vraiment malade. Les médecins ont dit qu'elle a besoin d'un nouveau rein, » continua Noah, serrant la main de son frère plus fort. « Nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie, Gia, mais maman est toujours fatiguée et triste. Et parfois elle pleure seule dans sa chambre, » dit Ethan, sa propre voix tremblante. « Nous faisons semblant de ne pas voir pour qu'elle ne se sente pas plus mal. » Jack sentit des larmes couler sur ses joues, avant même de réaliser qu'il pleurait. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses et contrôlées qu'il avait versées aux funérailles de Sarah, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Emily, sa sœur, était malade, gravement malade, et ses enfants, des neveux qu'il n'avait même pas connus, étaient là priant sur la tombe de Sarah, demandant un miracle. « S'il vous plaît, tante Sarah, » dirent les jumeaux ensemble, « aidez notre maman à aller mieux. » Noah plaça soigneusement le dessin sur la tombe,
l'ancrant avec une petite pierre pour que le vent ne l'emporte pas. Les enfants restèrent ainsi quelques instants de plus en silence, se tenant toujours la main. Ethan, Noah, la voix d'une femme appela de loin. C'est l'heure de partir. Les garçons se levèrent rapidement, faisant une petite révérence à la tombe avant de courir vers la voix. À travers ses larmes, Jack les regarda se diriger vers une silhouette féminine attendant à la grille du cimetière. Même de loin, même après tout ce temps, son cœur reconnut cette silhouette, Emily, sa sœur. Quand il se calma enfin suffisamment pour s'approcher de la tombe, ses yeux furent immédiatement attirés par le dessin que les jumeaux avaient laissé derrière eux. Avec des doigts tremblants, il le ramassa et le déplia. C'était une simple représentation dessinée au crayon. Une femme blonde portant une robe blanche et des ailes planant au-dessus de 4 autres figures. 2 petites se tenant la main avec une femme plus grande allongée dans ce qui ressemblait à un lit d'hôpital. Le monde qu'il avait si soigneusement construit au fil des années, un monde de succès commercial et de solitude auto-imposée, commença à s'effondrer à la lumière de cette révélation inattendue. Sarah n'était pas seulement sa femme. Elle était aussi la belle-sœur qui avait toujours essayé de maintenir la famille unie. Même quand lui et Emily s'étaient éloignés après cette dispute dévastatrice, Jack plaça soigneusement le dessin dans la poche intérieure de son manteau. Les roses blanches, maintenant légèrement abîmées, furent délicatement posées sur la pierre tombale. « Aide-moi à faire ce qu'il faut, mon amour », murmura-t-il à Sarah, touchant le marbre froid une dernière fois avant de se détourner. Il avait beaucoup de travail à faire. Il devait découvrir où vivait Emily, à quel point son état était grave, comment aborder ses retrouvailles après tant d'années de silence. Mais pour la première fois depuis la mort de Sarah, Jack Thompson ressentit autre chose que le vide, l'espoir. Le soleil d'hiver commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teinte orange qui faisait que les pierres tombales projetaient de longues ombres sur l'herbe gelée. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Né d'une rencontre inattendue un après-midi d'hiver froid et des prières innocentes de 2 enfants qui, sans le savoir, avaient profondément touché le cœur d'un oncle qu'il n'avait jamais rencontré. Jack dormit à peine cette nuit-là. Le dessin des jumeaux resta sur sa table de nuit, les figures enfantines illuminées par la lampe qu'il ne pouvait se résoudre à éteindre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les petits jumeaux agenouillés près de la tombe de Sarah, leur voix résonnant dans son esprit. « Maman est vraiment malade. » À 5 heures du matin, il renonça à essayer de dormir. Assis dans son bureau de penthouse surplombant une ville encore endormie, il commença à planifier son enquête. En tant que PDG de Thompson Enterprises, il avait les ressources et les relations pour trouver Emily. La question était, par où commencer? Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « Marcus, c'est Jack Thompson. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin d'une faveur urgente. » Marcus Chen était son détective privé de confiance, responsable de toutes les principales diligences de l'entreprise. Si quelqu'un pouvait trouver Emily, c'était lui. « J'ai besoin que tu localises ma sœur, Emily Thompson. La dernière adresse connue était à Lakeside, mais c'était il y a 8 ans. » En attendant les premières conclusions de Marcus, Jack se plongea dans ses propres ressources. Il accéda à des bases de données, fouilla les réseaux sociaux, rechercha toute trace numérique qu'Emily aurait pu laisser. La recherche initiale révéla peu de choses. Sa sœur avait toujours été discrète et après la rupture, elle semblait être devenue encore plus recluse. Le premier rapport de Marcus arriva en milieu de matinée. Emily avait déménagé de Lakeside il y a 6 ans après avoir épousé Michael Miller. Les jumeaux étaient nés 1 an plus tard. Jack sentit une pointe dans sa poitrine. Il avait manqué le mariage de sa sœur, la naissance de ses neveux et tant d'étapes importantes. « Monsieur Thompson », son assistant interrompit ses pensées. « Le Dr. Warner est en ligne aussi. Il dit que c'est à propos des dossiers médicaux que vous avez demandé. » Jack hésita un instant. Utiliser son influence pour accéder à des dossiers médicaux n'était pas exactement éthique, mais l'image des jumeaux priants ne le quittait pas.
Dr. Warner, oui, je comprends la confidentialité, mais c'est ma sœur. L'information vint par bribes, chaque pièce du puzzle révélant une histoire qui lui serra le cœur. Emily avait été diagnostiquée avec une maladie rénale chronique il y a 2 ans. Son état s'était détérioré progressivement. Elle était sur la liste d'attente pour une greffe, mais son groupe sanguin rare rendait l'attente encore plus angoissante. Cet après-midi-là, Marcus envoya un rapport plus détaillé. Emily avait travaillé comme enseignante dans une école primaire locale, du moins jusqu'à ce que son congé médical commence. Son mari Michael était ingénieur civil, mais avait réduit sa charge de travail pour l'aider à prendre soin d'elle et des enfants. Il vivait dans une maison modeste en banlieue à environ 1 heure de la ville. Jack examina les photos de surveillance que Marcus avait jointes. Emily quittant une clinique de dialyse plus mince qu'il ne se souvenait, mais portant toujours ce doux sourire qui la caractérisait. Les jumeaux, Ethan et Noah, jouant dans le jardin avant. Michael aidant Emily à monter dans la voiture après une consultation. C'était des scènes d'une vie de famille dont il s'était exclu, ou plutôt qu'il avait rejeté dans un moment de colère et de fierté. Les mots de cette dernière dispute brûlaient encore dans sa mémoire, mais maintenant ils semblaient si insignifiants comparés à la gravité de la situation. À la fin de la journée, il avait toutes les informations nécessaires. Adresse actuelle, routine médicale, situation financière de la famille. Les rapports montraient qu'Emily et Michael avaient récemment contracté une hypothèque sur leur maison, probablement pour couvrir les dépenses médicales croissantes. Jack se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel des mêmes teintes qu'il avait vues au cimetière la veille. Quelque part non loin, sa sœur luttait contre une maladie grave pendant que ses enfants priaient pour un miracle. Il décrocha le téléphone une fois de plus. « Marcus, j'ai besoin que tu fasses une chose de plus. 1. Je veux un dossier complet sur le don de rein vivant. Procédure, risque, temps de récupération, tout. » Sa main trembla légèrement alors qu'il classait les rapports dans un dossier. Demain, il rendrait visite à Emily, mais il devait d'abord traiter tout ce qu'il avait découvert. Il devait se préparer non seulement aux retrouvailles, mais aussi à la possibilité qu'il puisse être l'aide dont sa sœur avait si désespérément besoin. Sur le chemin du retour, il s'arrêta de nouveau au cimetière. Le dessin des jumeaux avait été emporté par le vent, mais les roses qu'il avait laissées étaient toujours là, leurs pétales blancs brillant dans le crépuscule. « Tu as toujours dit que j'étais trop têtu, Sarah, » murmura-t-il à la tombe. « Mais peut-être que cette fois, cette obstination peut faire quelque chose de bien. » Il retourna à son penthouse et passa des heures à organiser des documents, à prendre des notes, à se préparer à tous les scénarios possibles des retrouvailles. Comment expliquerait-il son apparition soudaine? Comment justifierait-il les années de silence? Comment pourrait-il offrir de l'aide sans paraître condescendant? À minuit, épuisé mais déterminé, Jack se permit enfin de s'allonger. Demain serait l'un des jours les plus importants de sa vie. Le jour où il essaierait de réparer la plus grande erreur qu'il n'ait jamais commise. Le sommeil vint progressivement, bercé par l'espoir qu'il n'était pas trop tard pour reconstruire les ponts qu'il avait brûlés. Dans ses rêves, il voyait Sarah sourire comme le jour où elle lui avait présenté Emily. « La famille, c'est pour toujours », avait-elle l'habitude de dire. Il était temps de prouver qu'elle avait raison. Jack mit le dernier rapport de Marcus dans sa maillette en cuir et regarda l'horloge. 22 heures. Dans quelques heures seulement, il ferait face au moment qu'il évitait depuis 8 ans. Il se versa un doigt de whisky et se dirigea vers la fenêtre de son penthouse, regardant les lumières de la ville qui ne semblaient jamais dormir. Le liquide ambré dans son verre lui rappela le vieux meuble à liqueur de son père, le même qu'Emily avait tant voulu garder. Puis, comme une avalanche, les souvenirs qu'il avait enfermés si longtemps jaillirent sans avertissement. Il y a 8 ans, Thomson Enterprises n'occupait pas encore un gratte-ciel entier, mais elle était déjà suffisamment impressionnante pour intimider Emily lorsqu'elle entra cet après-midi pluvieux de mars. Sarah était avec elle, comme elle l'était toujours lorsqu'elle sentait que les frères et sœurs avaient besoin de parler.
Jack, nous devons discuter de la maison de nos parents, avait dit Emily, ses mains serrant nerveusement un sac à main usé. Tu ne peux pas juste la vendre sans me consulter. En fait, je peux, répondit-il, sans quitter l'écran de son ordinateur. Le testament m'a désigné comme seul exécuteur testamentaire. C'était la décision de papa. Mais cette maison, elle contient nos souvenirs, Jack. Toute notre enfance est là. Les souvenirs ne payent pas les factures, Emily. L'entreprise s'agrandit et nous avons besoin de capitaux. Sarah, assise tranquillement sur le canapé du bureau, se déplaça inconfortablement. Elle détestait toujours quand il utilisait ce ton froid et professionnel, surtout avec la famille. Ce n'est pas juste une question d'argent. Emily éleva la voix. Une rare occurrence pour son comportement normalement calme. Tu effaces notre histoire. D'abord, ce furent les meubles anciens que tu as mis aux enchères. Ensuite, la collection de livres de papa que tu as vendue à un collectionneur. L'histoire? Jack se leva finalement, sa voix dégoulinant d'amertume. Quelle histoire, Emily? Celle où papa mourait jour après jour pendant que tu étais à l'autre bout du monde à poursuivre tes rêves idéalistes. L'histoire de maman te demandant sur son lit de mort. Ce n'est pas juste. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Emily. Je faisais du travail humanitaire. Ils ont dit qu'ils comprenaient qu'ils étaient fiers. Fiers? Jack laissa échapper un rire humble. Tu sais ce qu'est de la fierté? Construire quelque chose à partir de zéro. Transformer une petite entreprise familiale en un empire. C'est honorer l'héritage de papa, pas le fuir. Jack, s'il te plaît. Sarah intervint doucement, se levant pour se tenir à côté de lui. Vous deux, vous laissez de vieilles blessures. Vieilles blessures? Emily interrompit, sa voix tremblante. Il a toujours été comme ça, Sarah. Il mesure tout en dollars et en sang. Il a même transformé l'amour de nos parents en compétition. Au moins, j'étais là. Jack claqua ses mains sur le bureau, faisant vaciller les cadres photos. Pendant que tu étais dehors à sauver le monde, je tenais la main de maman pendant la chimiothérapie. Je gérais les médicaments de papa, le regardant perdre sa mémoire jour après jour. Sarah essaya de nouveau. Jack, votre père a toujours dit que son plus grand trésor était d'avoir 2 enfants qui... Non. Jack la coupa. Des années de ressentiment débordant. Ne me donne pas les platitudes de papa. Tu n'as pas ce droit. Tu n'es pas vraiment de la famille, Sarah. Être ma femme ne te donne pas ce droit. Le silence qui suivit fut absolu. Jack vit le moment exact où ces mots frappèrent Sarah comme une gifle. Emily s'avança pour étreindre sa belle-sœur de manière protectrice, ses yeux lançant des éclairs de rage. « Comment oses-tu? Sarah est plus de la famille que tu ne l'as jamais été. Elle n'a jamais transformé l'amour en jeu de chiffres. »« Pars, » dit Jack à travers des dents serrées. « Sors de mon bureau, la maison sera vendue demain et il n'y a rien que tu puisses y faire. » Emily se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Papa disait que tu avais ses yeux, mais maintenant tout ce que je vois en eux, c'est la froideur. Tu n'as pas juste vendu notre maison, Jack, tu as vendu ton âme. » Dans le présent, Jack posa son verre vide sur la table, ses mains tremblant légèrement. Sarah n'a plus jamais mentionné cet après-midi, mais quelque chose a changé. Au cours des 3 années qui ont suivi, avant sa mort, elle a essayé d'innombrables fois de réunir les frères et sœurs. Sur son lit de mort, sombrant dans un sommeil induit par la morphine, elle murmurait encore « Promets-moi que tu retrouveras Emily. La famille, c'est pour toujours. » Il a promis plus pour lui donner la paix que parce qu'il avait vraiment l'intention de tenir sa promesse. Et après le décès de Sarah, la solitude n'a fait que solidifier les murs qu'il avait construits autour de lui. Jusqu'à hier, quand 2 petites voix dans le cimetière ont fait tomber toutes ses défenses. Jack a pris son téléphone et a relu le dernier message de Marcus. Adresse confirmée. 237 rue Oak. Emily rentre généralement de dialyse vers 10 heures. Demain. Demain, il ferait face aux conséquences de ses choix, de ses paroles dures, de son orgueil excessif. Demain, il essaierait de réparer ce qu'il avait brisé 8 ans plus tôt.
Tu avais raison, Sarah, murmura-t-il dans le silence de son penthouse. La famille, c'est pour toujours. Et demain, je vais le prouver. Le matin s'était à peine levé quand Jack gara sa Mercedes sur la rue Oak. La maison numéro 237 ressemblait exactement à celle des photos de Marcus. Modeste, bien entretenue, avec une petite cour parsemée de jouets d'enfants, un signe révélateur des jumeaux, une simple balançoire suspendue à un vieil arbre, se balançant doucement dans la brise matinale. 9h45. Selon les informations de Marcus, Emily serait bientôt de retour de dialyse. Jack ajusta sa cravate pour la 10e fois, une habitude nerveuse que Sarah trouvait amusante. Aujourd'hui, il portait un costume plus simple, évitant consciemment l'ostentation qui irritait Emily par le passé. 10h05. Une Volkswagen bleue tourna au coin de la rue, ralentissant à l'approche de la maison. Jack reconnut l'homme au volant des photos du rapport. Michael Miller, le mari d'Emily. Sur le siège passager, sa sœur semblait épuisée, sa tête reposant contre la fenêtre. Le moment qu'il avait répété mentalement des dizaines de fois au cours des dernières 24 heures était arrivé. Jack sortit de la voiture, ses jambes tremblant légèrement alors qu'il marchait vers l'allée. Michael le remarqua le premier, son expression passant de la curiosité à la reconnaissance puis à l'inquiétude. Emily leva les yeux lorsque la voiture s'arrêta, et pendant un instant le monde sembla se figer. Jack vit l'instant exact où elle le reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, une main vola pour couvrir sa bouche, et toute couleur quitta son visage déjà pâle. Jack. Sa voix était à peine un murmure à travers la fenêtre entr'ouverte. Michael sortit rapidement de la voiture, se positionnant protectrice entre eux. « Emily, veux-tu que je lui demande de partir? » Emily ne répondit pas tout de suite. Ses yeux, tellement comme ceux de leur mère, étudiaient Jack comme si elle essayait de résoudre un puzzle particulièrement complexe. Finalement, elle secoua légèrement la tête. « C'est bon, Michael, pourrais-tu nous donner 1 minute? » Michael hésita, clairement réticent à la laisser seule, mais finit par hocher la tête. « Je serai à l'intérieur si tu as besoin de moi. » Avant de partir, il lança à Jack un regard d'avertissement. Les frères et sœurs restèrent silencieux longtemps, le poids de 8 ans de séparation planant entre eux comme un mur invisible. Emily paraissait encore plus fragile de près, ses joues creusées et ses cernes témoignant de sa bataille en cours. « Comment m'as-tu trouvé? » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. Jack fit un pas en avant, s'arrêtant quand il la vit reculer instinctivement. « J'ai vu tes enfants hier au cimetière. Ils priaient sur la tombe de Sarah. » Emily ferma les yeux, la compréhension se lisant sur son visage fatigué. « Les garçons, ils ont supplié de rendre visite à tante Sarah. Je ne savais pas que tu y allais toujours. »« Tous les premiers du mois, » répondit Jack doucement, « comme toi. » Un sanglot s'échappa des lèvres d'Emily, et avant que Jack ne puisse réagir, ses jambes cédèrent. Il bougea instinctivement, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Ce simple contact physique sembla briser un barrage. Emily commença à pleurer, ses bras minces s'accrochant au manteau de son frère, comme s'il pouvait disparaître à tout moment. « Je suis tellement désolé, » murmura Jack, sa propre voix étranglée par l'émotion. « Pardonne-moi, Emily. S'il te plaît, pardonne-moi. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, enveloppés dans une étreinte dans l'allée, des années de blessures et de nostalgie se dissolvant dans larmes. Quand Emily se dégagea enfin, ses yeux étaient rouges, mais une nouvelle lumière y brillait. « Veux-tu entrer? Les garçons sont à l'école et je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » À l'intérieur, la maison était confortable, décorée de photos de famille et de dessins d'enfants. Jack remarqua une photo encadrée sur l'étagère du salon, une vieille photo du dernier Noël qu'ils avaient tous passé ensemble. Sarah se tenait là, souriante entre les frères et sœurs. « Voudrais-tu un café? » proposa Emily, plus par habitude que par véritable hospitalité. « En fait, » répondit Jack, sortant un dossier de sa mallette,
Je pense que nous devons d'abord parler de ta santé. Emily se figea à mi-chemin vers la cuisine. Comment? Je sais pour la maladie rénale. Je sais pour la dialyse et la liste de transplantation, dit Jack, hésitant. Je sais aussi que toi et Michael avez refinancé la maison pour payer le traitement. Tu n'avais pas le droit, murmura Emily, mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la lassitude. Pas après tout ce temps. Non, je n'avais pas le droit. Jack acquiesça, s'asseyant sur le canapé. Tout comme je n'avais pas le droit de dire ces choses horribles il y a 8 ans, de te blesser, toi et Sarah, comme je l'ai fait. Emily prit place dans le fauteuil en face de lui, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi maintenant, Jack? Pourquoi après tout ce temps? Parce que hier, j'ai entendu tes enfants demander un miracle à Sarah. Parce qu'ils ne devraient pas avoir à prier pour leur maman quand ils ont un oncle qui peut aider. Jack se pencha en avant. Parce que Sarah m'a fait promettre sur son lit de mort que je te retrouverai. Et j'ai manqué à cette promesse depuis bien trop longtemps. Des larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Emily. Elle a continué à essayer de nous réunir, même après cette terrible dispute, jusqu'à la fin. Je sais, et j'étais trop têtu, trop fier pour écouter. Jack prit une profonde inspiration. Emily, à propos de la maison de nos parents. Non, elle l'interrompit doucement. Il ne s'agissait jamais de la maison, Jack. Il s'agissait de toi transformant tout en chiffres, en actif et en passif. Il s'agissait de toi oubliant que la famille ne peut pas être calculée sur une feuille de calcul. Et toi partir à l'autre bout du monde, ce n'était pas juste pour aider les gens, répondit Jack sans accusation dans sa voix. C'était pour échapper aux attentes de papa, aux pressions, à l'ombre de l'empire qu'il avait bâti. Emily hocha lentement la tête. Peut-être que nous courions tous les deux, chacun à notre manière. Tu te cachais derrière les chiffres, je me cachais derrière les causes humanitaires. Nos parents seraient déçus par ce que nous sommes devenus, murmura Jack. Non pas par nos choix de vie, mais par la façon dont nous les avons laissés nous déchirer. Sarah disait, Emily sourit tristement, que nous étions trop têtus pour notre propre bien, qu'un jour cela nous coûterait cher. Et ça a coûté. Jack acquiesça. Cela nous a coûté des années que nous ne pouvons pas récupérer. Cela nous a coûté des moments que nous aurions dû partager, comme la naissance des jumeaux. Ethan et Noah, ajouta Emily, ils sont la lumière de ma vie. Même maintenant, avec tout si difficile, ils trouvent encore des raisons de sourire. Ils sont extraordinaires. Jack sourit, le dessin qu'ils ont laissé sur la tombe de Sarah. Emily, pourquoi ne m'as-tu jamais contacté quand tu es tombée malade? Emily détourna le regard. La fierté peut-être, ou la peur, peur que tu me rejettes et que tu fasses du mal au garçon. Et puis après, il était trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la famille, dit Jack, citant les mots préférés de Sarah. Emily, je veux aider, non par obligation ou par culpabilité, mais parce que tu es ma sœur, parce que ces merveilleux petits garçons sont mes neveux, parce que c'est ce que Sarah aurait voulu. Jack, je ne peux pas accepter ton argent. Il ne s'agit pas d'argent. Il l'interrompit doucement. Il s'agit de famille. Il s'agit de réparer mes erreurs avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Emily couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Jack se leva et s'agenouilla près de son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. « Laisse-moi t'aider, Emily. Laisse-moi être ton frère à nouveau. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Michael entra, suivi des jumeaux rentrant de l'école. Ils s'arrêtèrent, regardant curieusement l'étranger tenant les mains de leur mère. « Les garçons, » appela Emily, essuyant ses larmes, « venez ici. Je veux que vous rencontriez quelqu'un de très spécial. C'est votre oncle, Jack. » Ethan et Noah s'approchèrent timidement, leurs yeux allant de leur maman à l'oncle inconnu. Jack sentit son cœur se serrer en reconnaissant les mêmes visages qu'il avait vus au cimetière. « Vous vous êtes amis avec tante Sarah ?» demanda Noah hésitant. « Oui, » répondit Jack, la voix pleine d'émotion.
Elle était ma femme et elle vous aimait tous les deux beaucoup, même si elle n'a jamais pu vous rencontrer. Les jumeaux échangèrent des regards identiques avant que tous deux ne s'avancent pour le serrer dans leurs bras. Jack les enveloppa de ses bras, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Emily regarda, sa propre vision brouillée par les larmes. Michael s'approcha et posa une main douce sur son épaule. « Bienvenue de nouveau dans la famille, frère, » murmura Emily. Jack leva les yeux vers elle au-dessus des têtes des jumeaux, souriant à travers ses larmes. « C'est bon d'être à la maison. » Le soleil du matin traversait les fenêtres du salon, illuminant la photo sur l'étagère où Sarah souriait entre les frères et sœurs. D'une certaine manière, son sourire semblait encore plus lumineux maintenant. Le matin s'était à peine levé quand Jack gara sa Mercedes sur la rue Oak. La maison numéro 237 ressemblait exactement à ce qu'elle était sur les photos du rapport. Modeste, bien entretenue, avec un petit jardin parsemé de jouets d'enfants. Preuve que les jumeaux y vivaient. Une simple balançoire pendait à un vieil arbre, se balançant doucement dans la brise matinale. 9h45. Selon les informations de Marcus, Emily serait bientôt de retour de dialyse. Jack ajusta sa cravate pour la 10e fois. La même habitude nerveuse que Sarah avait toujours trouvée amusante. Aujourd'hui, il portait un costume plus simple, évitant volontairement l'ostentation qui agaçait tant Emily par le passé. 10h05. Une Volkswagen bleue tourna au coin, ralentissant à l'approche de la maison. Jack reconnut le conducteur sur les photos des rapports. Michael Miller, le mari d'Emily. Sur le siège passager, sa sœur semblait épuisée, sa tête reposant contre la fenêtre. Le moment qu'il avait répété des dizaines de fois dans son esprit au cours des dernières 24 heures était enfin arrivé. Jack sortit de sa voiture, les jambes tremblant légèrement alors qu'il marchait vers l'allée. Michael le remarqua le premier, son expression passant de la curiosité à la reconnaissance puis à l'inquiétude. Emily leva les yeux lorsque la voiture s'arrêta, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Jack vit l'instant exact où elle le reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main vola pour couvrir sa bouche, et toute couleur quitta son visage déjà pâle. « Jack !» murmura-t-elle à travers la fenêtre partiellement ouverte. Michael sortit rapidement de la voiture, se positionnant protectrice entre les frères et sœurs. « Emily, veux-tu que je lui demande de partir? » Emily ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, si semblables à ceux de leur mère, scrutaient Jack comme s'il était une énigme non résolue. Finalement, elle fit un petit signe de tête négatif. « C'est bon, Michael. Pourrais-tu nous donner 1 minute? » Michael hésita, clairement réticent à la laisser seule, mais il finit par hocher la tête. « Je serai à l'intérieur si tu as besoin de moi. » Avant de partir, il lança à Jack un regard d'avertissement. Les frères et sœurs restèrent silencieux de longs instants, le poids de 8 ans de séparation planant entre eux comme un mur invisible. Emily paraissait encore plus fragile de près, ses joues creusées et ses yeux cerclés de cernes qui témoignaient de sa lutte. « Comment m'as-tu trouvé? » demanda-t-elle finalement, sa voix incertaine. Jack fit un pas en avant, s'arrêtant quand il la vit reculer légèrement. « J'ai vu tes enfants hier au cimetière. Ils priaient sur la tombe de Sarah. » Emily ferma les yeux, la compréhension s'installant sur ses traits fatigués. « Les garçons, ils n'arrêtaient pas de demander à voir tante Sarah. Je ne savais pas que tu y allais toujours. »« Tous les premiers du mois, » répondit Jack doucement. « Comme toi. » Un sanglot s'échappa des lèvres d'Emily avant que Jack ne puisse réagir. Ses jambes cédèrent. Il bougea instinctivement, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Ce contact physique brisa ses défenses. Emily commença à sangloter, ses bras minces s'accrochant au manteau de Jack comme s'il pouvait disparaître à tout moment. « Je suis désolé, » murmura Jack, sa propre voix rauque d'émotion. « Pardonne-moi, Emily. S'il te plaît, pardonne-moi. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, enlacés dans l'allée, des années de colère et de désir se dissolvant en larmes. Quand Emily se dégagea enfin,
Ses yeux étaient rouges, mais ils contenaient une nouvelle lumière. « Veux-tu entrer? Les garçons sont à l'école et je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » L'intérieur de la maison était chaleureux et accueillant, rempli de photos de famille et de dessins d'enfants. Jack remarqua une photo encadrée sur l'étagère du salon, un vieil instantané du dernier Noël qu'ils avaient tous passé ensemble. Sarah était là, souriante entre des frères et sœurs. « Voudrais-tu un café? » proposa Emily, plus comme un geste de routine qu'une véritable invitation. « En fait, » dit Jack, sortant d'un dossier de sa mallette, « je pense que nous devons d'abord discuter de ta santé. » Emily se figea à mi-chemin vers la cuisine. « Comment? » « Je sais pour la maladie rénale. Je sais pour la dialyse, la liste de transplantation, » dit Jack, hésitant. « Je sais aussi que toi et Michael avez refinancé votre maison pour payer le traitement. » « Tu n'avais pas le droit, » murmura Emily. Mais sa voix ne contenait aucune colère, seulement de l'épuisement. « Pas après tout ce temps. »« Tu as raison, je n'avais pas le droit. » Jack acquiesça, s'asseyant sur le canapé. « Tout comme je n'avais pas le droit de dire ces choses horribles il y a 8 ans, de te blesser, toi et Sarah, comme ça. » Emily s'assit dans le fauteuil d'en face, ses mains tremblant légèrement. « Pourquoi maintenant, Jack? Pourquoi après si longtemps? » « Parce qu'hier, j'ai entendu tes fils demander un miracle à Sarah. Parce qu'ils ne devraient pas avoir à prier pour leur mère quand ils ont un oncle qui peut aider. » Jack se pencha en avant. « Parce que Sarah m'a fait promettre sur son lit de mort que je te retrouverai. Et j'ai manqué à cette promesse depuis bien trop longtemps. » Les larmes d'Emily revinrent. Elle a continué à essayer de nous réunir même après cette terrible dispute, jusqu'à la fin. Je sais, et j'étais trop têtu, trop fier pour écouter. Jack prit une profonde inspiration. « Emily, à propos de la maison de nos parents? » « Non, » elle l'interrompit doucement. « Il ne s'agissait jamais de la maison, Jack. Il s'agissait de toi réduisant tout à des chiffres, des actifs et des passifs. Il s'agissait de toi oubliant que la famille ne peut pas être calculée sur une feuille de calcul. Et toi, partir à l'autre bout du monde, ce n'était pas juste pour aider les autres, » dit Jack sans accusation. « C'était pour échapper aux attentes de papa et à l'ombre de l'empire qu'il a bâti. » Emily hocha lentement la tête. « Peut-être que nous courions tous les deux, chacun à notre manière. Tu te cachais derrière les chiffres, moi derrière le travail humanitaire. Maman et papa seraient déçus par qui nous sommes devenus, » murmura Jack. « Non pas par nos chemins choisis, mais par les avoir laissés nous déchirer. » Sarah disait, Emily sourit tristement, que nous étions trop têtus pour notre propre bien, qu'un jour cela nous coûterait cher. « Et ça a coûté ?» Jack acquiesça. « Cela nous a coûté des années que nous ne pouvons pas récupérer. Cela nous a coûté des moments que nous aurions dû partager, comme la naissance des jumeaux. »« Ethan et Noah, » dit Emily, « ils sont la lumière de ma vie. Même maintenant, avec tout si difficile, ils trouvent des raisons de sourire. Ils sont incroyables. » Jack sourit. Le dessin qu'ils ont laissé sur la tombe de Sarah. « Emily, pourquoi ne m'as-tu pas contacté quand tu es tombée malade? » Emily évita ses yeux. « La fierté peut-être, ou la peur. Peur que tu me rejettes, que tu fasses du mal au garçon, et qu'après ça, il était trop tard. » « Il n'est jamais trop tard pour la famille. » Jack répéta le mantra de Sarah. « Emily, je veux aider, non par culpabilité ou obligation, mais parce que tu es ma sœur, parce que tes merveilleux garçons sont mes neveux, parce que c'est ce que Sarah aurait voulu. Jack, je ne peux pas accepter ton argent. » « Il ne s'agit pas d'argent, » il l'interrompit doucement. « Il s'agit de famille. Il s'agit de réparer mes erreurs avant qu'il ne soit vraiment trop tard. » Emily couvrit son visage de ses 2 mains, ses épaules tremblant de sanglots retenus. Jack se leva et s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Laisse-moi t'aider, Emily. Laisse-moi être ton frère à nouveau. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Michael entra avec les jumeaux, qui venaient de rentrer de l'école. Les garçons s'arrêtèrent, fixant curieusement l'étranger,
tenant les mains de leur mère. Les garçons, appela Emily, essuyant ses larmes, venez ici. Je veux que vous rencontriez quelqu'un de très spécial. C'est votre oncle Jack. Ethan et Noah s'approchèrent timidement, leurs yeux passant de leur maman à cet homme inconnu. Le cœur de Jack se serra et en reconnaissant les mêmes expressions qu'il avait vues au cimetière. « Êtes-vous l'ami de tante Sarah? » demanda Noah avec précaution. « Oui, » répondit Jack, la voix chargée d'émotion. « Elle était ma femme et elle vous aimait beaucoup, même si elle n'a jamais pu vous rencontrer. » Les jumeaux échangèrent des regards, puis à l'unisson coururent l'embrasser. Jack les enveloppa dans ses bras, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Emily regarda à travers ses yeux remplis de larmes. Michael s'approcha et posa une main douce sur son épaule. « Bienvenue de nouveau dans la famille, frère, » murmura Emily. Jack leva les yeux vers elle au-dessus des têtes des garçons, souriant à travers ses larmes. « C'est bon d'être à la maison. » Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres du salon, illuminant la photo où Sarah souriait entre ses beaux-frères et belles-sœurs. D'une certaine manière, son sourire semblait encore plus lumineux maintenant. 3 jours après leur retrouvaille, Jack organisa une rencontre qui allait changer le cours de la vie de sa famille. Le bureau du Dr. Warner, l'un des néphrologues les plus renommés du pays, était silencieux ce samedi matin. Emily était assise entre Jack et Michael, ses doigts nerveusement entrelacés sur ses genoux, tandis que les jumeaux jouaient tranquillement sur des tablettes dans un coin. « Emily », Dr. Warner commença, ajustant ses lunettes alors qu'il étudiait une série de résultats d'examen. « Votre frère nous a contactés pour discuter d'options de traitement plus avancées pour votre cas. J'aimerais présenter quelques possibilités qui, jusqu'à présent, n'étaient pas disponibles. » Emily lança un regard incertain à Jack, qui hocha la tête d'un air encourageant. Michael lui serra la main. « Il existe une nouvelle technique de dialyse développée en Suisse, » continua le médecin, qui a montré des résultats exceptionnels dans des cas comme le vôtre. L'équipement n'est pas encore largement disponible, mais il fit une pause significative. Monsieur Thompson a fait en sorte qu'un soit importé dans notre clinique. « Jack !» s'exclama Emily, se tournant brusquement vers son frère. « Tu ne peux pas juste... »« Je peux, » Jack interrompit doucement. « Et je l'ai déjà fait. La machine arrive dans 2 semaines, mais ce n'est que le début du plan de traitement que nous avons mis en place. » Le Dr. Warner ouvrit un dossier sur son bureau révélant un calendrier détaillé. « En plus de la nouvelle technique de dialyse, nous proposons un protocole combiné avec des médicaments de pointe. Cela devrait grandement améliorer votre qualité de vie en attendant un donneur compatible. » « Mais le coût, » commença Emily, sa voix tremblant, « n'est pas sujet à discussion, » Jack déclara fermement. « Tu es ma sœur, Emily. S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi, pour les garçons, pour Sarah. » Entendant le nom de Sarah, Emily ferma les yeux. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Noah, sentant l'émotion de sa mère, posa sa tablette et courut la serrer dans ses bras. « Maman, ne pleure pas, » murmura-t-il. « Oncle Jack va t'aider à aller mieux, comme tante Sarah l'a demandé. » Ethan s'approcha aussi, ses grands yeux fixés sur le calendrier coloré sur le bureau. « C'est comme une carte au trésor, maman, pour trouver le médicament qui va te guérir. » Jack sentit son cœur se serrer à l'innocence de son neveu. « Oui, Ethan, c'est notre carte pour aider ta maman à retrouver la santé. » Le Dr. Warner sourit doucement aux enfants avant de poursuivre. « Nous commencerons le nouveau protocole la semaine prochaine. Nous devrons d'abord effectuer plusieurs tests préparatoires. Monsieur Thompson a fait en sorte que vous ayez une chambre privée dans notre aile de traitement avec un espace pour que votre famille puisse rester avec vous pendant les séances. »« Et mon travail? » demanda Emily, l'inquiétude colorant sa voix. « Et les enfants? Je me suis aussi occupé de ça, » Jack interjeta. « J'ai parlé avec la directrice de l'école. Ils vont garder ton poste d'enseignante, t'accordant un congé médical payé aussi longtemps que tu en auras besoin. Et quant aux jumeaux, il leur sourit. Que diriez-vous de passer quelques après-midi avec votre oncle après l'école? Mon bureau a une salle de jeu qui n'a jamais été utilisée.
Les yeux des garçons s'illuminèrent à l'idée, mais ce fut Michael qui parla. Jack, c'est plus que ce que nous aurions pu rêver. Mais je ne veux pas qu'Emily se sente sous pression. C'est beaucoup de changements d'un coup. Jack hocha la tête compatissant. Je comprends et je promets que nous irons à votre rythme. Mais Emily, il se tourna vers sa sœur. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Non pas en tant que PDG de Thompson Enterprises, mais en tant que ton frère, en tant qu'oncle des garçons. Emily regarda les visages autour d'elle, son mari inquiet, ses enfants pleins d'espoir, son frère déterminé, le médecin patient. En chacun d'eux, elle vit un reflet de l'amour que Sarah avait toujours insisté garder la famille unie, même dans les moments les plus difficiles. D'accord, elle accepta finalement, sa voix douce mais ferme. Mais à une condition. N'importe quoi, Jack répondit rapidement. Tu dois promettre que ce n'est pas juste à propos du traitement, que tu continueras à faire partie de nos vies, même si quelque chose tourne mal. Jack lui prit les mains dans les siennes, les yeux embués. Emily, j'ai déjà manqué 8 ans de ta vie et les étapes importantes des garçons. Je ne manque pas un autre jour. Je suis là pour rester. Le docteur Warner s'éclaircit la gorge discrètement, ramenant l'attention sur les aspects pratiques. Excellent. Alors, nous allons commencer par le calendrier des examens. Lundi, pendant que le docteur expliquait le plan en détail, Jack regarda les jumeaux se presser autour du calendrier, posant des questions innocentes sur chaque étape colorée. Emily sourit à travers ses larmes. Michael avait un bras protecteur autour d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, un véritable espoir emplit l'air. Ce soir-là, après avoir ramené Emily et sa famille à la maison, Jack s'arrêta de nouveau au cimetière. Le ciel était exceptionnellement clair, et la douce brise portait un parfum familier. Le même parfum que Sarah portait. « Merci », murmura-t-il sur sa tombe, « de n'avoir jamais abandonné, d'avoir envoyé ces petits anges pour me ramener. Je promets de prendre soin d'eux, mon amour. Tous. » Une étoile filante traversa le ciel à ce moment-là et Jack sourit. Sarah disait toujours qu'il n'y avait pas de coïncidence. La semaine suivante, la transformation commença. La chambre d'hôpital fut décorée avec les dessins des jumeaux, des images colorées d'une famille réunie, toujours avec une figure ailée souriant d'en haut. Emily commença le nouveau traitement, et bien que ce fût épuisant, elle avait une énergie différente. Jack réorganisa complètement son emploi du temps, déléguant des responsabilités à l'entreprise pour pouvoir être là à chaque séance importante. Les jours de traitement, il arrivait tôt avec le petit déjeuner pour tout le monde, y compris l'équipe médicale, qui devint vite très attachée à la famille Thompson. Les jumeaux devinrent bien connus dans l'hôpital, leur rire résonnant dans les couloirs alors qu'ils couraient avec des cadeaux pour leur maman, des dessins, des fleurs cueillies dans le jardin, des histoires de l'école. Jack découvrit qu'il avait un talent pour raconter des histoires, inventant des contes élaborés qui faisaient rugir de rire ses neveux pendant les longues heures d'attente. Michael, initialement réservé, commença à s'ouvrir davantage à son beau-frère. Pendant une nuit particulièrement difficile où Emily réagit fortement aux médicaments, les deux hommes passèrent des heures à parler à la cafétéria de l'hôpital, partageant leurs peurs, leurs espoirs et des histoires du passé. « Tu sais, » dit Michael distraitement, faisant tourner sa tasse de café, « Emily a conservé toutes les nouvelles te concernant au fil des ans, chaque gros titre sur tes succès professionnels, chaque photo de magazine. Elle n'a jamais cessé d'être fière de son frère, même si elle était blessée. » Jack sentit des larmes lui brûler les yeux. « Et j'ai tant manqué. Les premiers pas des garçons, les anniversaires, les Noëls. Il n'est jamais trop tard pour créer de nouveaux souvenirs, » répondit Michael avec un sourire. Les garçons prévoient déjà une fête surprise pour quand Emily aura terminé cette phase de traitement. Ils insistent pour que ce soit dans ton penthouse care, selon Ethan. Ah, mon... Uncle Jack a mis la meilleure vue pour voir tante Sarah dans le ciel.
Le nouveau protocole de traitement continua semaine après semaine. Les résultats de laboratoire commencèrent à montrer une amélioration lente mais constante. Le Dr. Warner resta optimiste mais prudent dans ses prédictions. La machine de dialyse suisse prouva sa valeur, offrant des séances plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Un mois après le début du traitement, Jack organisa une surprise. Utilisant de vieilles photos et les histoires qu'Emily racontait aux garçons, il transforma l'un des murs de la chambre d'hôpital en une chronologie familiale. Des photos de leurs parents, de l'enfance des frères et sœurs, des moments avec Sarah et des espaces vides étiquetés futurs souvenirs, prêts à être remplis de nouvelles étapes. Emily pleura en voyant le mur, mais c'étaient des larmes d'un autre genre maintenant. Des larmes d'espoir, de guérison, d'une famille réunie. Les jumeaux passèrent des heures à étudier les photos, posant des questions sur chacune, tissant des liens entre le passé et le présent avec la profonde simplicité des enfants. « Regarde, maman », s'exclama Ethan un jour, désignant une vieille photo. Oncle Jack a le même sourire que grand-père. Et tante Sarah avait les mêmes cheveux dorés que toi, maman. Jouta Noah fièrement, notant la ressemblance. Le personnel médical remarqua la différence que le soutien familial apportait au traitement d'Emily. Elle répondait mieux aux médicaments. Ses niveaux d'énergie augmentaient et même sa tension artérielle se stabilisait. Le Dr. Warner commenta qu'il n'avait jamais vu un patient aussi bien soigné. L'amour familial, dit-il lors d'une consultation, est parfois la meilleure prescription que nous puissions donner. Un après-midi, pendant qu'Emily se reposait après la dialyse, Jack trouva les jumeaux chuchotant dans le couloir, penchés sur un morceau de papier. « Qu'est-ce que vous manigancez, petit ?» demanda-t-il curieux. « Nous faisons une liste, » répondit Noah sérieusement, « de toutes les choses que nous ferons quand maman ira mieux. »« On peut te montrer ?» demanda Ethan, les yeux brillants. Jack s'assit par terre avec eux et son cœur fondit en lisant les éléments de leur écriture enfantine. Pique-nique au parc, fête chez Oncle Jack. Voyage à la plage. Noël tous ensemble. Visiter tante Sarah pour la remercier. C'est une liste très spéciale, dit Jack, sa voix chargée d'émotion. Pouvons-nous ajouter quelque chose? Les garçons hochèrent la tête avec enthousiasme, et bientôt les trois furent perdus dans des plans pour l'avenir, leur rire résonnant dans le couloir. Emily, réveillée par le bruit, regarda depuis la porte, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, elle ouvrit son journal, un cadeau de Sarah des années auparavant, et écrivit « Chère Sarah, tu avais raison. La famille, c'est pour toujours, et maintenant, enfin, nous sommes tous réunis à nouveau. Merci de n'avoir jamais abandonné, même après ton départ. Tes petits anges ont ramené Jack, et avec lui, ils ont ramené l'espoir. Avec amour, Emily. » Le lendemain, quand Jack arriva pour une autre séance de traitement, il trouva les jumeaux faisant la sieste sur le canapé de la chambre d'hôpital, chacun tenant un des bras de leur mère, pendant que Michael travaillait tranquillement sur son ordinateur portable. La scène semblait si naturelle, si juste, que pendant un instant, Jack sentit Sarah à ses côtés, souriante, ce sourire de « Je savais que tu pouvais le faire ». Le nouveau protocole de traitement entra dans sa phase la plus intensive. Les matinées à la clinique commençaient tôt avec Emily branchée à la machine de dialyse suisse, tandis que Jack et Michael se relayaient pour lui tenir compagnie. Les jumeaux, bien adaptés à la nouvelle routine, transformèrent la chambre d'hôpital en leur deuxième maison, la remplissant de dessins et d'histoires. Un matin, alors qu'Emily se reposait après une séance particulièrement difficile, Jack emmena les jumeaux à la cafétéria de l'hôpital. C'était devenu un rituel. Chocolat chaud pour eux, café pour lui et beaucoup d'histoires. Oncle Jack, Ethan commença, essuyant la mousse de chocolat de sa lèvre supérieure. Raconte-nous encore comment tu as rencontré tante Sarah. C'était la troisième fois cette semaine qu'il demandait l'histoire, mais Jack ne se lassait jamais de la raconter. Alors qu'il décrivait leur rencontre fortuite dans une librairie, il observait les expressions captivées de ses neveux,
tellement similaire à celle d'Emily quand elle était petite. Et maman? Noah interrompit à sa partie préférée. Et ce qu'elle aimait tante Sarah dès le début, dès le tout premier moment. Jack sourit au souvenir. Sarah avait ce don de gagner les gens. C'est elle qui a convaincu ta maman de suivre son rêve de devenir enseignante, tu sais. Les jumeaux échangèrent des regards surpris. Mais maman a toujours été enseignante, protesta Ethan. Pas toujours, expliqua Jack, saisissant le moment pour en apprendre davantage sur la vie de ses neveux. Et vous aussi, avez-vous toujours étudié à son école? Noah secoua la tête. Nous n'y sommes allés qu'après qu'elle soit tombée malade. C'était plus facile pour elle de nous déposer et de venir nous chercher. Nous habitions dans une autre ville, ajouta Ethan. C'était petit, beaucoup de champs. Papa construisait des ponts. Jack absorba chaque détail, comblant les lacunes des années perdues. Il apprit que les jumeaux étaient nés prématurément, que la grossesse d'Emily avait été difficile, que Michael avait abandonné un projet important pour s'occuper d'elle à l'époque, que les premiers signes de maladie rénale étaient apparus peu après la naissance. Maman dit toujours que nous sommes spéciaux, commenta Noah, jouant avec sa paille, parce que tante Sarah nous a envoyés du ciel pour prendre soin d'elle. Le cœur de Jack se serra. Emily n'avait jamais mentionné de complications de grossesse dans les rapports médicaux qu'il possédait. Combien d'autres batailles avait-elle menées seule? De retour dans la chambre, ils trouvèrent Emily réveillée, parlant au Dr. Warner de ses derniers tests. L'expression neutre et professionnelle du médecin était une que Jack reconnaissait. Quelque chose ne progressait pas comme espéré. Les niveaux de créatinine restent élevés, expliqua le Dr. Warner, désignant un tableau, et sa tension artérielle est instable malgré les médicaments. Emily hocha la tête, déjà habituée au jargon médical. Mais Jack remarqua comment ses doigts s'agrippaient au drap de lit, une habitude nerveuse qui lui rappelait leur mère. Nous ajusterons le protocole, poursuivit le Dr. Warner. Augmenterons temporairement la fréquence de la dialyse et ajouterons un nouveau médicament pour la tension artérielle. Les jours suivants furent des montagnes russes émotionnelles. Le nouveau médicament entraîna de graves effets secondaires. Nausées constantes, vertiges, perte d'appétit. Emily essaya de rester forte pour les garçons, mais Jack l'entendait pleurer dans la salle de bain quand elle pensait que personne n'était là. Une nuit, après avoir couché les jumeaux dans le canapé-lit de la chambre d'Emily, Jack trouva Michael dans le couloir, le visage enfoui dans ses mains. « Elle ne va pas mieux, n'est-ce pas? » demanda Michael sans lever les yeux. Jack s'assit à côté de son beau-frère. « Elle est forte, plus forte que nous tous. » Les garçons, Michael commença, sa voix tremblante. « Ils sont encore si petits. » « Écoute, » dit Jack, posant une main sur l'épaule de Michael. « Emily nous a tous maintenant. Je ne laisserai rien arriver à ma sœur, à la mère de mes neveux. » À l'intérieur de la chambre, Emily dormait agitée, les effets des médicaments évidents sur son visage pâle. Les jumeaux s'étaient blottis de chaque côté d'elle comme s'ils formaient une barrière protectrice. La semaine suivante apporta une petite victoire. Sa tension artérielle commença à se stabiliser. Ce fut un progrès modeste mais significatif. Le Dr. Warner ajusta de nouveau les médicaments et lentement les pires effets secondaires commencèrent à disparaître. Pendant cette période, Jack découvrit un talent inattendu pour divertir ses neveux pendant les moments les plus difficiles. Il conçut un jeu élaboré, transformant le traitement de leur mère en une mission spatiale. La machine de dialyse devint un vaisseau spatial. Les médicaments étaient du carburant stellaire et chaque examen réussi était une autre étoile conquise. « Captain Emily » annonçait-il d'une voix solennelle chaque fois qu'il entrait dans la pièce, provoquant des éclats de rire chez les jumeaux. Les rapports de mission indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Emily, même les mauvais jours, souriait à leur pitrerie. « Tu ferais un excellent enseignant, tu sais, » remarqua-t-elle un après-midi, le regardant aider les garçons avec leurs devoirs. « J'ai appris des meilleurs. »« J'attends, répondit-il avec un clin d'œil. Jour après jour, le lien entre l'oncle et les neveux se renforça.
Jack découvrit qu'Ethan avait un don naturel pour les chiffres, tandis que Noah était l'artiste de la famille. Il commença à apporter de petits cadeaux éducatifs. Un kit de peinture pour Noah, des jeux de mathématiques pour Ethan. Oncle Jack, Noah appela un après-midi en peignant d'un autre chef-d'œuvre. Pourquoi as-tu mis si longtemps à nous trouver? La question innocente mais profonde prit Jack au dépourvu. Il regarda Emily, qui faisait semblant de dormir, bien qu'il sût qu'elle écoutait attentivement. Parfois, commença-t-il avec précaution, les adultes font des erreurs à cause de l'orgueil ou de la peur. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Noah. Mais maintenant, je suis là et je promets de ne pas partir. Tante Sarah serait heureuse, commenta Ethan, les yeux ne quittant jamais son puzzle. Maman dit toujours qu'elle voulait que tout le monde soit ensemble. Les semaines se transformèrent dans mois. La chambre d'hôpital devint un petit univers à part entière avec ses routines et ses rituels. Jack installa une petite bibliothèque dans un coin rempli de livres et de jeux pour enfants. Michael apporta des photos de famille à accrocher au mur. Les jumeaux avaient un espace d'études improvisé où ils faisaient leurs devoirs sous la surveillance rotative des 3 adultes. Le Dr. Warner nota comment l'environnement familial positif aidait au traitement d'Emily. En 20 ans de médecine, remarqua-t-il lors d'un examen de contrôle, je n'ai jamais vu un patient avec un tel soutien. Cela fait toute la différence. Tout ne fut pas sans heurts. Il y eut des nuits de forte fièvre, des jours de douleur intense, des moments où les médicaments semblaient faire plus de mal que de bien. Dans l'un de ces moments critiques, Jack trouva les jumeaux cachés dans la chapelle de l'hôpital. « Oncle Jack », murmura Noah en le voyant, « nous demandons à tante Sarah d'envoyer plus de force à maman. » Jack s'assit entre eux sur le banc en bois, les serrant contre lui. « Vous savez quoi? Votre tante Sarah disait toujours que l'amour est le médicament le plus puissant qui soit. »« Plus fort que les piqûres de maman? » demanda Ethan, faisant une grimace. « Beaucoup plus fort, » répondit Jack en souriant. « Et vous deux en êtes la preuve vivante. Depuis votre naissance, vous avez été le médicament le plus important pour votre maman. » Les garçons absorbèrent cette information avec le genre de sérieux que seuls les enfants peuvent manifester. Cette nuit-là, ils insistèrent pour lire des histoires pour dormir à Emily, inversant les rôles habituels. Jack regardait depuis le pas de la porte, émerveillé par la sagesse naturelle de ses neveux. Au fur et à mesure que le traitement progressait, Emily commença à avoir plus de bons jours que de mauvais. Le matin, elle se sentait plus forte. Elle donnait de petites leçons aux garçons, transformant la pièce en une salle de classe improvisée. Jack se retrouvait souvent à regarder ces sessions, admirant la passion de sa sœur pour l'enseignement dans des circonstances aussi difficiles. « Te souviens-tu quand tu as dit que je fuyais l'entreprise familiale en devenant enseignante? » lui demanda Emily un après-midi après que les garçons se soient endormis. « Je pense que je comprends enfin pourquoi papa disait toujours que l'enseignement était la plus noble des professions. » Jack lui prit la main. « Il serait fier de toi, Emily, de ce que tu as construit, de l'enseignante que tu es devenue, de la merveilleuse mère que tu es. » Un jour, pendant une séance de dialyse particulièrement longue, les jumeaux demandèrent à entendre des histoires sur les grands-parents qu'ils n'avaient jamais connus. Jack et Emily racontèrent tour à tour des souvenirs d'enfance, riant d'aventures longtemps oubliées, pleurant de souvenirs doux amers. « Vous leur ressemblez beaucoup, » dit Emily à ses fils. « Ethan a le sourire de grand-père et Noah a la détermination de grand-mère. Et tous les deux sont aussi têtus que leur mère, » taquina Jack, faisant rire tout le monde. C'est alors que le Dr. Warner entra dans la pièce, le visage plus solennel que d'habitude. Il tenait un dossier avec les derniers résultats d'Emily dans ses mains. « Nous devons en parler, dit-il, et le ton de sa voix fit réaliser à Jack qu'une nouvelle étape de la bataille était sur le point de commencer. L'aube arriva avec un épais brouillard sur la ville, comme si le ciel lui-même partageait le sentiment d'appréhension. Au bureau du Dr. Warner, le silence régnait à l'exception du doux ronronnement du climatiseur et du froissement occasionnel des papiers.
Jack examina la pile de résultats d'examen sur le bureau du médecin. Chaque page, chaque graphique racontant l'histoire de la lutte d'Emily. Michael était assis un bras protecteur autour d'Emily, qui se déplaçait inconfortablement sur sa chaise. Les jumeaux, pour la première fois depuis le début du traitement, étaient restés à l'école. Une décision difficile mais nécessaire compte tenu de la nature de cette réunion. Jack pouvait sentir le poids de leur absence. La pièce semblait plus stérile, plus hospitalière sans leur rire et leurs dessins colorés. Emily, commença le Dr. Warner, retirant ses lunettes, un signe indubitable qu'il allait annoncer des nouvelles sérieuses. Ces derniers tests présentent un scénario dont nous devons discuter, franchement. Il prit le premier rapport où des graphiques rouges et bleus formaient des lignes inquiétantes. Votre fonction rénale continue de décliner malgré le protocole intensif. Vos niveaux de créatinine sont constamment élevés et votre taux de filtration glomérulaire est tombé en dessous de 15%. Emily serra fortement la main de Michael. Qu'est-ce que cela signifie? En pratique, docteur, cela signifie que nous avons atteint un point critique. La dialyse, même avec l'équipement le plus avancé, ne suffit plus à maintenir vos niveaux stables. Votre corps a de plus en plus de mal à éliminer les toxines et d'autres organes sont maintenant affectés. Jack sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Quelles sont nos options à ce stade? Le Dr. Warner répondit, croisant les mains sur le bureau. Nous n'avons vraiment qu'une seule option viable, une greffe de rein, et nous devons la faire dans les 3 prochains mois, pendant qu'Emily est encore assez forte pour subir une intervention chirurgicale. Le Dr. Warner commença ensuite à détailler le tableau clinique en utilisant des termes techniques qui étaient devenus partie de leur vocabulaire quotidien ces dernières semaines. Il leur montra des tests révélant l'accumulation croissante de toxines dans son sang, le stress sur son cœur, les premiers signes de tension hépatique. La bonne nouvelle, continua-t-il, c'est qu'une greffe réussie peut inverser presque tous ces problèmes. Avec un rein sain, Emily pourrait reprendre une vie normale, retourner enseigner, voir ses enfants grandir, vivre sans dépendance à la dialyse. Mais la liste d'attente, commença Emily, sa voix tremblante, pourrait prendre des années, Jack termina. Et avec ton groupe sanguin Rainer. Exactement. Le Dr. Warner acquiesça. C'est pourquoi nous devons sérieusement envisager une greffe avec donneur vivant. Le taux de réussite est significativement plus élevé et nous pourrions la programmer avant que son état ne s'aggrave davantage. Michael s'éclaircit la gorge, sa voix rauque. J'ai déjà proposé d'être donneur. Nous avons fait des tests le mois dernier, mais... Quoi? Jack interrompit, se tournant brusquement vers eux. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Je ne suis pas compatible, expliqua Michael, la frustration évidente dans son ton. Et tu avais déjà tant fait, Jack. Nous ne voulions pas. Non. Jack se leva, sa décision évidente dans chaque mot. Plus de protection, Dr. Warner. Je veux faire tous les tests de compatibilité à partir de maintenant. Le médecin étudia Jack un long moment avant d'acquiescer. En tant que frères et sœurs, vous avez une probabilité plus élevée de compatibilité. Mais je dois être très clair sur les risques et les implications. Pendant les 40 minutes suivantes, le Dr. Warner expliqua tout le processus. Les nombreux tests requis, des analyses sanguines de base au dépistage génétique complexe, les risques de la chirurgie, les changements de mode de vie après le don, la période de récupération. Les semaines suivantes devinrent un marathon d'examens médicaux. Jack s'installa essentiellement à l'hôpital, partageant son temps entre la chambre d'Emily, les prises de sang, les tests d'imagerie du taureau et les consultations avec des spécialistes. Chaque test apportait une nouvelle vague d'anxiété. Chaque résultat partiel était accueilli avec une appréhension retenue. Les jumeaux, épargnés des détails techniques, sentaient toujours l'atmosphère changer. Une nuit, alors que Jack les ramenait à la maison après avoir visité leur mère, Noah posa la question qu'il retenait. « Oncle Jack, vas-tu donner un petit morceau de toi à maman pour qu'elle aille mieux? »
La formulation innocente faillit faire perdre le contrôle de la voiture à Jack. « Comment sais-tu ça, mon petit? » « Nous avons entendu l'infirmière Rose parler, » expliqua Ethan. « Elle a dit que tu faisais un tas de tests pour voir si tu pouvais aider maman. » Jack se gara, se tournant vers les garçons. « Oui, j'essaie de l'aider, mais nous ne savons toujours pas si ça marchera. »« Ça marchera, » déclara Noah avec l'assurance inébranlable que seuls les enfants ont. Tante Sarah aidera. Cette nuit-là, après avoir déposé les garçons chez Michael, Jack retourna au cimetière. C'était une habitude fréquente maintenant, surtout avant des résultats de tests importants. « Demain, nous aurons les résultats finaux. »« Mon amour, » murmura-t-il à la tombe de Sarah. « Si je suis compatible. »« Eh bien, tu as toujours dit qu'Emily et moi nous ressemblions plus que nous ne voulions l'admettre. » Le jour du résultat final se leva sous une fine bruine. Jack avait à peine dormi, se retournant dans son lit en imaginant toutes les possibilités. Le rendez-vous avec le Dr. Warner était fixé à 9h, mais il arriva à l'hôpital à 7h, incapable d'attendre chez lui. Emily était déjà là, pâle après une autre nuit difficile de dialyse. Michael somnolait sur une chaise à côté d'elle, les cernes sous ses yeux trahissant des nuits blanches. Pour la première fois depuis des semaines, les jumeaux insistèrent pour rester à la maison au lieu d'aller à l'école afin d'être là. À exactement 9h, le Dr. Warner entra dans la pièce, portant un dossier qui semblait plus épais que d'habitude. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Eh bien, » commença le docteur, un petit sourire se formant derrière son masque. « Il semble que nous ayons de bonnes nouvelles. » Jack sentit ses genoux flancher. Emily laissa échapper un léger sanglot. « La compatibilité est presque parfaite, » continua le Dr. Warner, ouvrant le dossier pour révéler les résultats. Tous les marqueurs principaux concordent. Le typage tissulaire est excellent et la compatibilité croisée n'a montré aucune réaction indésirable. « Alors ça veut dire, » commença Emily, sa voix faiblissant, « ça veut dire que ton frère peut être ton donneur. » « Oui, en fait, il est rare de voir une si bonne compatibilité, même entre frères et sœurs. » Les jumeaux, qui avaient été inhabituellement silencieux, éclatèrent en cris de joie excités. Noah sauta dans les bras de Jack tandis qu'Ethan serrait sa mère avec précaution, conscient de ses tubes de dialyse. « Alors, » dit Jack, sa voix tremblante d'émotion, « quand pouvons-nous programmer la chirurgie? » Le Dr. Warner reprit son comportement professionnel. « Nous devons effectuer quelques tests finaux sur vous, Jack, et ajuster le protocole d'Emily pour la préparer à la greffe. Mais si tout se passe bien, nous pouvons la programmer dans 3 semaines. »« 3 semaines, » répéta Emily, comme pour tester le son des mots. « Jack, es-tu sûr? »« Absolument sûr. » Jack se dirigea vers le lit de sa sœur et lui prit la main dans les siennes. « Emily, ces derniers mois, je t'ai vu te battre de toutes tes forces. J'ai vu tes enfants prier pour un miracle. J'ai été témoin de l'amour de notre famille surmontant des années de colère et de distance. Comment pourrais-je ne pas être sûr? » Michael, silencieux jusqu'alors, se leva et étreignit son beau-frère. Aucun mot n'était nécessaire. Le geste disait tout. Le Dr. Warner s'éclaircit la gorge discrètement. « Je vais vous laisser un peu de temps pour assimiler la nouvelle. Nous commencerons les préparatifs demain. » Dès que le médecin fut parti, les jumeaux commencèrent à faire des projets. « Nous pourrons faire une fête quand maman ira mieux, » s'exclama Ethan. « Et oncle Jack pourra rester avec nous pour toujours, » ajouta Noah. Emily rit à travers ses larmes. « Je pense que ton oncle a encore besoin de travailler, chérie. » En fait, Jack sourit. « J'ai déjà parlé avec le conseil d'administration de l'entreprise. Je prends 3 mois de congé après la chirurgie. Assez de temps pour récupérer et pour rattraper le temps perdu avec ma famille. » Cet après-midi-là, après que les jumeaux furent enfin convaincus de rentrer chez Michael, Emily et Jack restèrent seuls dans la chambre d'hôpital. Le ronronnement rythmique de la machine de dialyse fut le seul son pendant un long moment. « Jack. » Emily rompit enfin le silence. « Te souviens-tu du dernier Noël avant la dispute quand Sarah a insisté pour faire cet énorme dîner?
Comment pourrais-je l'oublier? Elle a brûlé la dinde et nous avons fini par commander une pizza. Elle a dit quelque chose cette nuit-là pendant que tu étais au téléphone avec une urgence professionnelle. Elle a dit qu'un jour tu comprendrais que certaines choses sont plus importantes que le succès professionnel. Jack sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle a toujours été la plus sage de nous trois. Merci, murmura Emily. Pas seulement pour le rein, mais pour être revenu, pour être mon frère à nouveau. J'ai toujours été ton frère, Emily. Je me suis perdu un moment. Ils se turent à nouveau, mais c'était un silence différent cette fois. Un silence rempli de promesses, d'espoir et d'un futur. À travers la fenêtre de l'hôpital, un rayon de soleil perça les nuages, projetant un arc-en-ciel sur la vitre embuée. Jack sourit, se rappelant comment Sarah disait toujours que les arcs-en-ciel étaient des signes d'anges souriants. Alors qu'il regardait sa sœur s'endormir, épuisée mais en paix, il pouvait presque sentir son sourire, bénissant ce nouveau commencement. 3 semaines. Dans 3 semaines, ils affronteraient la partie la plus difficile de ce voyage. Mais pour la première fois depuis longtemps, la peur avait cédé le pas à l'espoir. Dans 3 semaines, ce ne serait pas juste une greffe de rein, ce serait une famille entière en train de renaître. « Tu avais raison, Sarah », murmura Jack à l'arc-en-ciel. « La famille, c'est pour toujours. Et cette fois, je n'oublierai pas. » Le matin de l'opération se leva, lumineux et inhabituellement clair, comme si l'univers lui-même conspirait pour éclairer ce jour crucial. Jack était à l'hôpital depuis 5 heures, suivant chaque étape du protocole préopératoire qu'il avait mémorisé au cours des dernières semaines. Jeûne absolu, douche antiseptique spéciale, aucun objet personnel sauf l'alliance de Sarah, que l'infirmière Rose avait promis de garder en sécurité. Dans la chambre voisine, Emily était également préparée, entourée de Michael et des jumeaux, qui avaient une permission spéciale du Dr. Warner de rester avec elle jusqu'au moment. L'équipe médicale se déplaçait avec une efficacité silencieuse, vérifiant les signes vitaux, ajustant les médicaments, vérifiant chaque détail des préparations avec une précision quasi militaire. « Oncle Jack !» s'exclama Noah en le voyant à la porte, déjà en blouse d'hôpital. « Nous t'avons fait un dessin porte-bonheur. » Ethan tendait une feuille de papier sur laquelle ils avaient travaillé toute la nuit. C'était une œuvre d'art ambitieuse pour des enfants de 5 ans. Toute la famille était représentée, y compris une figure ailée clairement destinée à être Sarah, planant au-dessus de 2 lits d'hôpital décorés de cœurs et d'étoiles. Dans le coin, écrit en lettres enfantines soigneusement tracées, il était dit « Notre famille est plus forte que tout ». Jack sentit des larmes lui monter aux yeux alors qu'il glissait soigneusement le dessin sous son oreiller. « C'est le porte-bonheur le plus puissant que je puisse jamais avoir », dit-il, embrassant ses neveux. Le Dr. Warner apparut rapidement à 7 heures, accompagné de son équipe principale. Le Dr. Chen, le chirurgien assistant, le Dr. Maria, la néphrologue, et Lisa, l'infirmière chirurgicale en chef. « C'est l'heure », annonça-t-il doucement. « Nous devons faire les dernières étapes. » Les jumeaux embrassèrent d'abord leur mère, une étreinte délicate qu'ils avaient appris à lui donner au cours des derniers mois. Puis ils coururent envers Jack. « Revienne vite, d'accord ?» murmura Ethan, serrant son oncle fort. « Plus vite que tu ne le penses, mon petit. » Jack l'assura, ravalant la boule dans sa gorge. « Prends bien soin de ta maman pendant que je dors. »« D'accord, nous promettons, » dit Noah solennellement. « Et tante Sarah prendra soin de vous deux de là-haut. » L'équipe médicale guida Emily en premier. Alors que Jack la regardait être emmenée dans le couloir, il se souvint de leur conversation de la veille au soir après que tout le monde soit rentré. « Es-tu absolument sûr ?» demanda-t-elle pour la 100e fois, la peur brillant derrière ses yeux. « Je suis plus certain de cela que de toute décision que j'ai jamais prise, » avait-il répondu. Et il le pensait. « Demain n'est que le premier jour du reste de nos vies, » insista. Dans la salle d'opération, les équipes travaillaient à l'unisson, parfaitement chorégraphiées, comme un orchestre bien rodé. Le Dr. Warner supervisait personnellement les 2 salles d'opération,
reliés par un couloir interne désigné pour les greffes. Jack regarda les lumières fluorescentes du plafond passer alors qu'on le roulait, l'odeur distincte de l'hôpital plus forte que jamais. Comptez à rebours à partir de 10. L'anesthésiste instruisit, plaçant un masque sur son visage. Son badge disait « Dr. Patricia », et son doux sourire fut la dernière chose dont Jack se souvint consciemment. 9, 8, Jack pensa à Sarah, Emily, les jumeaux. 7, 6, la pièce commença à s'estomper, les bords de sa vision s'adoucissant. 5, sa dernière impression fut celle d'un sourire familier planant au-dessus de lui, incertain si elle appartenait au Dr. Patricia ou à Sarah. Dans la salle d'attente, Michael essaya d'occuper les jumeaux avec des jeux et des histoires. Il avait apporté leurs livres préférés, des tablettes chargées d'applications éducatives et même des collations spéciales préparées par une voisine, mais rien ne pouvait complètement dissiper l'anxiété qui planait dans l'air. Chaque fois que la porte s'ouvrait, tous les yeux se tournaient avec espoir, seulement pour faire face à plus d'attentes. Les heures s'étiraient comme des jours. 4 heures passèrent, puis 5, puis 6. Le docteur Warner les avait prévenus que la procédure serait longue. D'abord, le retrait du rein de Jack, une opération méticuleuse nécessitant une précision absolue pour préserver les vaisseaux sanguins et l'urètre. Puis la greffe elle-même chez Emily, où chaque suture et connexion devait être impeccable. « Pourquoi est-ce si long ?» demanda Noah pour la 10e fois. Sa petite voix révélant la peur qu'il essayait de cacher. « Parce que les médecins sont extrêmement prudents », expliqua Michael patiemment. « C'est comme assembler votre puzzle de 1000 pièces. Il faut que chaque pièce s'ajuste parfaitement. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, le docteur Warner émergea par la porte de la salle d'attente, toujours dans sa tenue chirurgicale. Même avec la majeure partie de son visage couverte par un masque, son sourire raconta l'histoire avant qu'il ne parle. « L'opération a été un succès », annonça-t-il, retirant sa casquette. Le rein de Jack a été implanté avec succès et a commencé à fonctionner sur la table d'opération. Emily a commencé à produire de l'urine immédiatement, ce qui est un excellent signe. Elle répond très bien et Jack est stable. Les jumeaux explosèrent de joie, sautant et s'embrassant. Michael s'effondra dans une chaise. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues, la tension des années trouvant enfin sa libération. « Quand pourrons-nous les voir ?» demanda Ethan avec impatience, tirant sur la blouse du médecin. Emily restera en soins intensifs pendant les prochaines 24 heures pour une surveillance étroite. Jack devrait se réveiller dans quelques heures et sera autorisé à de brèves visites demain. La période la plus critique est les premières 48 heures où nous surveillons tout signe de rejet. En soins intensifs, Emily flottait entre conscience et rêve, enveloppée de couches d'analgésiques et d'anti-inflammatoires. Dans ces moments plus lucides, elle entendait le bip régulier des moniteurs, sentait la présence silencieuse des infirmières, saisissait des bribes de discussions techniques sur la fonction rénale et les signes vitaux stables. Dans ses rêves, elle voyait Sarah, non pas dans les cauchemars fiévreux des derniers mois, mais souriante, radieuse, faisant signe d'un endroit plein de lumière. « Prends bien soin de lui », dit Sarah dans ses rêves. « Prends bien soin du morceau de lui qui est maintenant à toi. » Jack fut le premier à se réveiller complètement environ 6 heures après la chirurgie. La douleur était significative, même avec des médicaments. Mais sa première question concernait Emily. « Votre sœur va très bien », l'infirmière Rose l'assura, ajustant sa perfusion. Le rein a commencé à fonctionner immédiatement, ce qui est un excellent signe. Elle a produit plus de 100 millilitres d'urine dans la première heure après la greffe. Le lendemain, pendant de courtes périodes de visite, les jumeaux se relayaient entre les chambres de Jack et d'Emily, servant de messagers enthousiastes entre les frères et sœurs. « Maman m'a dit de te dire que tu es le meilleur frère du monde », rapporta Noah solennellement à Jack, tenant sa main avec précaution pour éviter de perturber la ligne Hagar. « Et oncle Jack a dit que tu devrais arrêter de pleurer ou tu déshydrateras le nouveau rein.
annonça Ethan à Emily, lui arrachant un léger rire. La première semaine fut une épreuve de patience et d'espoir. Chaque jour apportait de nouveaux défis, la gestion de la douleur, l'ajustement des immunosuppresseurs, la surveillance continue des signes de rejet, les premières marches hésitantes le long des couloirs. Mais il y eut aussi de petites victoires. Le premier sourire authentique d'Emily alors que ses résultats d'examen s'amélioraient. La première fois que Jack réussit à s'asseoir seul, les rapports constamment positifs sur sa fonction rénale. Le 10e jour, Emily fut enfin autorisée à rendre visite à Jack. Michael la conduisit en fauteuil roulant dans sa chambre, les jumeaux la suivant comme une petite cour royale, serrant de nouveaux dessins et cartes faites à l'école. « Salut tes d'honneur !» plaisanta Jack faiblement en la voyant, sa voix encore affectée par l'intubation. « Salut héros !» répondit-elle, des larmes brillant dans des yeux qui semblaient déjà plus lumineux, plus sains. Aucun mot n'était nécessaire. Le regard qu'ils échangèrent disait tout. Gratitude, amour, espoir, promesse tacite d'un futur qui semblait maintenant possible. Les jumeaux, sentant l'importance du moment, restaient en silencieux pour une fois, se contentant de regarder. « Tante Sarah doit être si heureuse », dit Noah après un moment, sa sagesse enfantine brisant le silence. « Je suis sûr qu'elle l'est, mon chéri », répondit Emily, tendant la main pour tenir celle de son frère. « J'en suis absolument sûr. » Cette nuit-là, une fois que tout le monde fut parti, Jack regarda le croissant de lune à travers la fenêtre de l'hôpital. La douleur était constante, mais c'était une douleur différente maintenant, une qui avait un sens, qui signifiait la vie. Chaque pincement lui rappelait le miracle qu'ils avaient accompli ensemble. Dans sa propre chambre, Emily regardait la même lune, sentant la vie circuler dans ses veines d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le rein de Jack battait en elle comme une promesse pour l'avenir. Un morceau physique de l'amour fraternel qu'ils avaient ravivé. Le docteur Warner avait expliqué que les prochains mois seraient critiques. Un emploi du temps strict de médicaments, des examens fréquents, une vigilance constante pour tout signe de rejet, Emily devrait réapprendre à vivre, non plus liée à la dialyse, mais avec de nouvelles directives pour protéger le précieux cadeau qu'elle avait reçu. Jack avait son propre chemin de récupération devant lui. Son corps devait s'adapter à fonctionner avec un seul rein, à trouver un nouvel équilibre. Mais chaque fois qu'il pensait au sourire de ses neveux, à la légèreté retrouvée de sa sœur, il savait que chaque moment de douleur en valait la peine. Tôt le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil peignaient le ciel, ils reçurent tous deux une bonne nouvelle. Les dernières 7 montraient une amélioration de la fonction rénale sans aucun signe de rejet. C'est comme si le rein avait toujours été le sien, remarqua le Dr. Warner, réellement impressionné. La compatibilité est vraiment remarquable. Les jumeaux, et qui arrivèrent tôt avec Michael, célébrèrent la nouvelle de la manière la plus appropriée, couvrant les 2 chambres de plus de dessins, chacun dépeignant un avenir radieux pour leur famille réunie. La récupération serait encore un long chemin. Il y aurait des jours difficiles à venir. Des ajustements de médicaments, des moments de peur et de doute. Mais à ce moment-là, sous le soleil naissant, la famille Thompson se tenait plus forte que jamais. Et quelque part au-delà du bleu pâle du ciel matinal, Sarah souriait, sachant que son dernier vœu s'était réalisé. La famille était de nouveau complète, unie par des liens plus forts que le sang, plus profonds que la vie elle-même. 3 mois après la greffe, la maison des Miller était méconnaissable. La pièce, autrefois remplie d'équipements médicaux, était maintenant un bureau confortable où Emily planifiait son retour à l'enseignement. Les murs, auparavant ornés d'horaires de médicaments, affichaient maintenant de nouvelles photos, de précieux instantanés pris tout au long du processus de guérison. Fidèle à sa parole, Jack avait pris un congé prolongé et faisait désormais partie intégrante de leur vie quotidienne. Chaque matin, il arrivait à temps pour conduire ses neveux à l'école, chérissant chaque minute dans la voiture, alors qu'ils partageaient leurs histoires et leurs rêves. « Oncle Jack », demanda Ethan un jour, « continuerez-vous à venir une fois que vous aurez repris le travail? »
Peut-être pas tous les jours, Jack admit honnêtement, mais je promets d'être là pour tous les moments importants, et les moins importants aussi. Comme mon match de foot vendredi, demanda Noah, les yeux remplis d'espoir. Surtout ton match de foot. Même le Dr. Warner fut impressionné par la récupération d'Emily lors de son dernier examen de contrôle. Il étudia ses tests avec un large sourire. C'est remarquable, dit-il, affichant les résultats. Votre fonction rénale est parfaite. Vos niveaux de créatinine sont complètement normaux. C'est comme si ce rein avait toujours été le vôtre. Il l'a toujours été, répondit Emily doucement, serrant la main de Jack. Il a juste fallu un certain temps pour qu'il me trouve. Les week-ends vinrent un temps familial sacré. Jack transforma son penthouse en nouveau lieu de rassemblement, l'équipant de jeux, de livres et de toutes sortes d'activités dont les jumeaux pouvaient rêver. La chambre d'amis devint la chambre des jumeaux, décorée de leurs couleurs préférées et remplie de leurs jouets. Un de ces samedis après-midi, pendant que Michael et Jack s'occupaient du barbecue sur le balcon, Emily regardait ses enfants jouer dans le salon. Il y avait une légèreté en eux maintenant, comme si un poids invisible avait été soulevé de leurs petites épaules. « Ils semblent différents, n'est-ce pas? » remarqua Michael, s'asseyant à côté d'elle. « Plus léger. »« Toute la famille se sent différente, » répondit-elle. « C'est comme si nous étions enfin complets. » Dans la cuisine, Jack préparait une salade lorsqu'il remarqua Ethan le regardant pensivement depuis l'embrasure de la porte. « Qu'y a-t-il, mon petit? Oncle Jack, pensez-vous que tante Sarah serait heureuse de nous voir comme ça? » Jack marqua une pause, pris au dépourvu par la question. Il s'accroupit pour regarder Ethan dans les yeux. « Tu sais, votre tante Sarah a toujours dit que la famille était la chose la plus importante au monde. Elle ne serait pas seulement heureuse. Elle serait fière de voir comment nous nous sommes tous retrouvés. » Ce soir-là, après le dîner, il devint une tradition de se réunir sur le balcon. Emily, désormais capable de profiter de petits plaisirs autrefois impossibles, savourait un verre de vin pendant que les garçons racontaient leurs aventures à l'école. Jack observait tout cela, son cœur débordant de gratitude. Les projets futurs se formèrent naturellement. Emily décida de reprendre l'enseignement à temps partiel au début, Jack insistant pour embaucher un chauffeur pour la conduire à son travail. Les jumeaux attendaient avec impatience les vacances d'été, dont 2 semaines seraient passées à la maison de plage que Jack avait achetée spécialement pour la famille. « Tu n'avais pas besoin d'une maison entière, » protesta Emily quand il lui montra les photos. « Ce n'est pas juste une maison, » Jack répliqua. « C'est un endroit pour créer de nouveaux souvenirs. » Le retour de Jack à sa routine de travail fut graduel. Il délégua de nombreuses responsabilités, réorganisa les horaires et insista pour garder les mercredis libres, officiellement surnommés « Journée d'aventure d'Oncle Jack » par les jumeaux. Ces après-midi étaient sacrés. Parfois, c'était une excursion au parc, d'autres fois une journée cinéma à la maison, ou de longues discussions sur tout et rien. C'est au cours de l'un de ces après-midi que Noah fit une observation importante. « Oncle Jack, tu souris exactement comme ma maman quand tu es vraiment heureux, » dit-il, étudiant une vieille photographie. « Et tu fronces les sourcils comme elle quand tu es inquiet, » ajouta Ethan. Jack rit, réalisant que les jumeaux avaient raison. Il y avait tant de sa famille en lui, tant de lui en Emily, tant de leurs parents dans les jumeaux. Un cycle continu d'amour et d'héritage, visible et invisible. L'anniversaire d'Emily arriva, et Jack organisa une célébration spéciale dans son penthouse. Il le transforma en un jardin miniature, reproduisant l'arrière-cour de leurs parents, où tant de souvenirs heureux avaient été créés. « Comment as-tu pu te souvenir de tous ces détails? » demanda Emily, émue aux larmes, alors qu'elle touchait les roses blanches, les préférées de leur mère. « Sarah, » répondit Jack simplement. Elle gardait des photos de tout et notait chaque détail. J'ai trouvé ces albums pendant que je préparais la greffe. La fête fut intime mais significative. Le docteur Warner et sa femme étaient des invités spéciaux, tout comme l'infirmière Rose et quelques amis proches.
Les jumeaux préparèrent une performance spéciale, une chanson qu'ils avaient répétée pendant des semaines, dédiée à leur maman et à leur oncle. Quand je serai grand, déclara Noah pendant le dîner, je veux être médecin comme le docteur Warner, pour pouvoir aider d'autres familles. Et je veux être enseignant comme maman, ajouta Ethan, pour apprendre aux gens à être bons les uns envers les autres. Emily ne put retenir ses larmes. Jack la serra dans ses bras, conscient du rein qu'ils partageaient désormais, battant comme un second cœur entre eux. Les mois passèrent et la nouvelle routine se solidifia. Les rendez-vous médicaux devinrent moins fréquents, bien que toujours cruciaux. La vie trouva son propre rythme, un rythme plus doux, plus plein. Une nuit, après que les jumeaux se soient endormis, après une journée bien remplie au parc, Emily trouva Jack sur le balcon, regardant la ville. « À quoi penses-tu? » demanda-t-elle, le rejoignant. « Comme la vie est drôle, » répondit-il. « Tout ce temps perdu, le ressentiment, et regarde où nous en sommes maintenant. » Sarah disait toujours, « Parfois, il faut se perdre avant de pouvoir vraiment se retrouver. » Elle avait raison, comme toujours. Le silence confortable qui suivit était rempli de compréhension mutuelle. En bas, la ville pulsait de vie nocturne, mais ici, dans leur petit coin du monde, il n'y avait que la paix. « Jack !» Emily rompit le silence. « Le regrettes-tu? Donner ton rein, bouleverser ta vie pour nous. » Jack se retourna, les yeux brillants d'une certitude inébranlable. « Emily, avant la greffe, j'avais le succès, l'argent, le pouvoir, mais j'étais vide à l'intérieur. Maintenant, j'ai une famille. J'ai 2 neveux incroyables qui m'apprennent quelque chose de nouveau chaque jour. J'ai ma sœur de nouveau. J'ai un but. Comment pourrais-je regretter ça? » De doux pas les interrompirent. Noah se tenait à l'entrée du balcon, à moitié endormi. « J'ai fait un cauchemar, » murmura-t-il, se frottant les yeux. Jack le prit dans ses bras comme il le faisait quand Noah était plus petit. « Tu veux en parler à ton oncle? J'ai rêvé que tu nous quittais à nouveau. »« Eh, mon petit !» Jack lui embrassa le haut de la tête. « Ça n'arrivera jamais. »« Promesse d'oncle? »« Promesse de petit doigt. » Noah tendit son petit doigt. « Promesse de petit doigt. » Jack accrocha le sien à celui de son neveu, échangeant un regard significatif avec Emily. Plus tard, une fois Noah rendormi, les frères et sœurs restèrent sur le balcon, partageant souvenirs et rêves. L'avenir s'étendait devant eux. Non plus une menace, mais une promesse. « Tu sais ce qui est drôle, » médita Emily. « Pendant des années, j'ai essayé d'expliquer aux garçons ce que c'était d'avoir un frère. Maintenant, ils comprennent enfin. Et je comprends enfin ce que signifie être un oncle, » dit Jack avec un sourire. « C'est comme être un parent et un meilleur ami en même temps. » La brise nocturne portait le parfum des fleurs du jardin du balcon, des roses blanches, les préférées de Sarah. Quelque part au-delà des étoiles scintillantes de la ville, elle souriait sûrement, heureuse de voir sa famille entièrement réunie, enfin complète. Le lendemain matin arriva avec des promesses d'un nouveau jour, un nouveau chapitre pour le clan Thompson-Miller. Les jumeaux se réveillèrent tôt, impatients d'une autre aventure avec Uncle Jack. Emily se prépara pour une autre matinée à l'école, son corps et son esprit renouvelés. Michael apporta les touches finales à une surprise qu'il planifiait pour leur anniversaire. Et Jack, regardant tout cela depuis la cuisine alors qu'il préparait le petit déjeuner pour tout le monde, ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le vide qu'il avait porté si longtemps avait enfin disparu. Non pas rempli par le succès ou les réalisations mondaines, mais par quelque chose d'infiniment plus précieux. L'amour de la famille, c'était un nouveau commencement pour eux tous, une renaissance construite sur l'amour, le sacrifice et l'espoir. Et alors que le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel d'or, la promesse de Sarah résonnait dans leur cœur. La famille, c'est pour toujours. 1 an après la greffe, l'arrière-cour de la maison de plage des Thompson était complètement transformée. Des lanternes colorées pendaient entre les arbres, leur lumière douce dansant sur la brise océanique. Des tables ornées de roses blanches, les préférées de Sarah,
formaient un demi-cercle face à la mer. C'était le jour de la célébration qu'Emily avait méticuleusement planifiée. La célébration de la vie. « Oncle Jack! » cria Ethan depuis le porche. « Regardez ce que nous avons trouvé dans les boîtes du grenier. » Jack monta les marches en bois pour voir les jumeaux penchés sur un vieil album photo. Ces pages jaunies contenaient des souvenirs qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Lui et Emily enfant jouant dans la cour de leurs parents. Le jour où il a rencontré Sarah, le dernier Noël en famille avant la dispute. Tante Sarah a tout gardé, remarqua Noah, traçant soigneusement une photo d'elle souriant entre des frères et ses sœurs. Regardez, elle a écrit des notes au dos de chaque photo. Jack prit la photo que Noah indiquait au dos de l'écriture soignée de Sarah. Il était écrit « Noël des Thompson 2015. Dernier Noël ensemble, mais pas pour toujours. L'amour est plus fort que l'orgueil. Un jour, ils comprendront. » Elle a toujours su, dit Emily doucement, apparaissant derrière eux. Même quand nous étions en désaccord, elle n'a jamais perdu espoir. La date avait été choisie délibérément, l'anniversaire de Sarah. Progressivement, les invités arrivèrent. Le Dr. Warner et sa femme, l'infirmière Rose, les collègues d'Emily de l'école, des amis qui avaient soutenu la famille pendant sa maladie. Michael était au barbecue, emplissant l'air d'arômes délicieux. Alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de rose et d'orange, Jack demanda l'attention de tous. Vêtu d'un costume léger, quelque chose que Sarah aurait aimé, il monta les marches du porche. Il y a 1 an, commença-t-il, l'émotion lourde dans sa voix. Nous étions ensemble dans un hôpital, entourés de peur, mais nous nous accrochions à l'espoir. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer non seulement la vie, mais l'amour qui nous a amenés à ce moment. Emily le rejoignit, radieuse dans sa robe bleue, la couleur qui avait toujours été sa signature. « Sarah, continua-t-elle, ma belle-sœur, mon amie, ma sœur de cœur, a toujours dit que la famille est pour toujours. Même quand nous ne le croyions pas, elle le croyait pour nous. » Les jumeaux portant des costumes assortis montèrent les marches portant un grand cadre couvert. D'un mouvement synchronisé, ils révélèrent leur cadeau secret, un collage de photographies formant le visage souriant de Sarah. « Nous avons utilisé toutes les photos que nous avons pu trouver, » expliqua fièrement Ethan, « et nous l'avons fait dans ses couleurs préférées. » Des larmes montèrent aux yeux de Jack. Le visage de Sarah, formé par des centaines de moments joyeux capturés en images, semblait rayonner directement dans son âme. Michael s'avança, tenant une grande enveloppe usée par le temps. « Nous avons trouvé ceci parmi les affaires de Sarah, dit-il, l'attendant à Jack. Elle a laissé des instructions pour qu'elle soit ouverte aujourd'hui. » Avec des mains légèrement tremblantes, Jack ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et plusieurs feuilles de papier. L'écriture familière de Sarah racontait une dernière histoire. « Cher Jack et Emily, luttez la voix haute. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez enfin retrouvé le chemin l'un vers l'autre. J'ai toujours su que cela arriverait. L'amour entre vous est trop fort pour être brisé par l'orgueil ou la douleur. » Emily tint la main de son frère alors qu'il continuait. « 6 juin, vous trouverez mon dernier cadeau à notre famille. Ce sont les titres de propriété d'un terrain en bord de mer. Le même endroit où nous avons passé nos étés d'enfance. Je l'ai acheté il y a des années, rêvant du jour où notre famille serait de nouveau réunie. C'était précisément là où il se tenait maintenant, sur un terrain que Jack avait acheté sans en connaître l'histoire plus profonde. Ce n'est pas une coïncidence, la lettre de Sarah continuait. L'univers a ses propres moyens de reconnecter ce qui est destiné à rester lié. Cet endroit a toujours été magique pour notre famille, et maintenant il vous appartient. Construisez de nouveaux souvenirs ici. Apprenez aux jumeaux à nager dans les mêmes eaux où vous avez appris. Racontez-leur toutes les histoires, même les tristes, car elles nous font ce que nous sommes. Et souvenez-vous toujours, l'amour est la force la plus puissante qui soit. Il guérit, transforme, rachète. Il peut transcender le temps,
la distance et même la mort. Je suis avec vous à chaque coucher de soleil, à chaque vague qui embrasse le rivage, à chaque rire des jumeaux, à chaque moment de joie, et aussi dans la peine. Avec tout mon amour, Sarah. Le silence tomba, brisé par Noah, pointant l'horizon. Regardez, un arc-en-ciel. En effet, un arc-en-ciel parfait s'arqua sur l'océan. Sarah disait toujours que les arcs-en-ciel étaient des signes d'anges souriants. La célébration continua tard dans la nuit. Le docteur Warner porta un toast sincère, rappelant le chemin du diagnostic à ce moment précis. L'infirmière Rose partagea des histoires des jours d'hôpital, décrivant comment les jumeaux avaient conquis tout le personnel médical avec leur dévotion envers leur mère. Les jumeaux surprirent tout le monde avec une performance spéciale, une chanson qu'ils avaient répétée en secret, dédiée à leur maman et à leur oncle. Leurs petites voix chantant l'amour et la famille émurent aux larmes, même les invités les plus réservés. Plus tard, lorsque la plupart des invités étaient partis, la famille resta sur la plage. Les jumeaux jouaient au bord de l'eau, leur rire résonnant dans la douce brise nocturne. Michael et Emily dansaient pieds nus sur le sable au son d'une vieille mélodie. Jack regardait depuis le porche, son cœur débordant de gratitude. Il y a 1 an, il était seul dans son penthouse calme, entouré de succès, mais vide à l'intérieur. Maintenant, il avait une famille complète, un but et un nouveau souffle de vie. Emily le rejoignit. Sarah serait fière, dit-elle doucement, de nous tous. Elle l'est, répondit Jack. D'une certaine manière, elle n'est jamais vraiment partie. Les jumeaux coururent vers eux, dégoulinant d'eau de mer et rayonnant. « On peut dormir ici ce soir? » demanda Ethan. « Sur le porche sous les étoiles, » ajouta Noah avec espoir. Des matelas et des couvertures furent apportés dehors. Bientôt, toute la famille était étendue sur le spacieux porche, le son des vagues servant de berceuse naturelle. Les jumeaux demandèrent d'autres histoires de Sarah, et Jack et Emily racontèrent tour à tour, certaines qui les faisaient rire, d'autres qui les faisaient pleurer. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au lever du soleil. Emily prépara le café tandis que Michael et Jack arrangèrent le petit déjeuner sur le porche. « Que pensez-vous d'en faire une tradition? » suggéra Jack. « Chaque année, ce jour-là, nous nous réunissons ici pour célébrer la vie, la famille, l'amour, et etc. » crièrent les jumeaux à l'unisson depuis la plage. Un nouveau jour apportait de nouvelles promesses. Emily retournerait bientôt à l'enseignement à temps plein. Jack avait réorganisé l'entreprise pour avoir plus de temps pour sa famille. Les jumeaux grandissaient forts et heureux, portant en eux le meilleur de tous ceux qui les aimaient. Et Sarah était présente à chaque instant, à chaque rire, à chaque colline. Son amour avait transcendé le temps et la distance, unissant cette famille d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Plus tard ce jour-là, Jack trouva un dernier cadeau de Sarah. Une petite note glissée dans son vieux journal portant une seule phrase. « L'amour trouve toujours le chemin de la maison. » Et là, sur cette plage où tant d'histoires avaient commencé et recommencé, la famille Thompson était enfin à la maison, rachetée, renouvelée, complète. Un témoignage vivant que l'amour dans sa forme la plus pure et la plus inconditionnelle peut opérer les plus grands